peux vous faire écouter la conférence Bon, de presse du non, j'ai procureur. écouté. Vous savez, même si je ne réagis pas, tout ce qui concerne l'actualité de mon pays, j'écoute quand même. Vous savez, on est en Afrique, on est au Gabon, et quand Marlène Fabienne et Soleil Funtam se lèvent comme elle s'est toujours levée là, c'est-à-dire forte de ses convictions, elle essaye de dire ce qui est, bah, toute la République est en branle, toutes les familles se dispersent, se séparent. Et je deviens le petit canard. J'ai fait des interventions, je ne sais pas pour ceux qui suivent l'actualité, j'avais même fait une intervention avec Gabon Media Time. Ils ont fait un verbatim, je pense, pour résumer un peu ce que je dénonçais de l'expression du procureur général. Et c'est exactement la même chose que les avocats de Sylvie ont dit. Il n'y a pas en droit, parce que vous savez, la loi peut changer selon les pays, mais le droit est le même dans le monde entier. C'est-à-dire que quand on est juriste, que l'on soit juriste au Gabon, que l'on soit juriste aux États-Unis, que l'on soit juriste en Allemagne, nous avons les mêmes principes de droit. Ce qui peut changer, ce sont les lois. Alors, les lois s'interprètent au travers de quoi? C'est au travers du droit. Donc, ce sont les principes de droit qui gouvernent et qui encadrent l'applicabilité de la loi. La loi, c'est l'œuvre des politiques, donc des personnes qui n'ont pas forcément des outils nécessaires à l'élaboration des normes qui soient de nature à correspondre, vous voyez, à la lettre, à l'esprit des principes. Donc, c'est pour cela qu'il y a des évolutions, qu'il y a comment on appelle, des aménagements, des revirements jurisprudentiels, qu'il y a plein de choses. Et donc, la réalité, c'est que les avocats de Sylvie ont raison. Et papa, il dit, mais non, faut m'excuser. Il faut excuser ton enfant. Vous m'avez envoyé à l'école là, c'est pour dire la vérité de l'école. Honnêtement, monsieur Eddie Minan ne dit pas le droit, honnêtement. Et je ne sais pas avec quelle bienveillance je peux le dire pour que ça ne paraisse pas comme une attaque ou une insulte. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je le connais personnellement, c'est un parent. Mais je l'ai déjà dénoncé. Avant même que les étrangers ne viennent mettre leur grain dessus, j'avais déjà dit que c'était une aberration ce qu'il avait dit. Vous ne pouvez pas dire que la liberté est le principe dans la même phrase et dire que les gens sont en liberté provisoire. La liberté ne peut pas elle seule être le principe et être de nature à être privative de liberté. Vous comprenez un peu? Donc c'est une aberration. En droit, il y a le principe de liberté qui se repose sur le principe de la présomption d'innocence. Tant qu'un tribunal ne t'a pas encore définitivement jugé coupable et que plus de voies de recours ne sont disponibles pour toi, tu es considéré innocent. Alors, si tu es considéré innocent, même logique française, vous savez, on a fait des connecteurs logiques, on a fait de l'analyse logique des textes au collège ou au lycée, je ne me souviens plus. Même logiquement, comment quelqu'un que l'on dit présumé innocent peut être en détention provisoire, comment on appelle, peut être en liberté provisoire? La seule chose qui peut être provisoire, c'est la détention. C'est-à-dire que on te détient, on te garde en prison en attendant le procès. Mais on ne peut pas te considérer, surtout quand il y a un principe de liberté et d'innocence, eh bien, en liberté, en considérant que cela est bien évidemment, comment vous le dire, une détention, une liberté provisoire. La liberté provisoire n'existe pas en droit. En droit, je veux dire. Mais non, la loi gabonaise, le législateur gabonais, c'est qui? Si on regarde notre actualité gabonaise, si on regarde notre culture politique, les députés ont toujours été des personnes parfois qu'on ramasse ici et là, sauf quelques-uns qui se démarquaient. Et bah, donc ce sont des personnes qui ne sont pas forcément au fait de ce que veut le droit, ce que signifie le droit, ce que signifient les normes. Donc ils peuvent faire des textes avec un fourre-tout qui se contredit. Et c'est cela aujourd'hui le code de procédure pénale gabonais. C'est un code de procédure, bien évidemment, qui se contredit les articles les uns après les autres. Dans un seul article, vous allez trouver tant de contradictions qui n'honorent pas ceux qui ont fait le droit, c'est-à-dire les principes de droit. C'est-à-dire, et quand c'est comme cela, c'est là où les intellectuels doivent être maintenant en marge pour pouvoir produire des écrits, pondre des tribunes publiques qui vont dénoncer cela pour que les politiques corrigent, pour qu'il y ait des révisions, pour qu'il y ait comment on appelle, des amendements, pour qu'il y ait de nouvelles lois qui soient prises conformément à l'ordre, bien évidemment, juridique, à l'ordonnancement juridique, aux principes de droit.
Et c'est une honte. Moi, j'ai eu honte quand j'ai dû entendre les avocats les avocats français, en fait, rappeler à l'ordre notre procureur de la République. Je suis patriote, ça me fait mal. Parce que je l'avais déjà fait. S'ils avaient été grands, ils auraient fait une sortie où ils se seraient servis d'un live même que j'ai fait où j'explicitais, parce que ça fait bomber la toile. Dès que je l'ai dit que ce n'est pas possible, ce que le procureur de la République dit est une aberration, c'est une incongruité juridique, et que la liberté est un principe. Et dès lors que la liberté est un principe, la détention provisoire ne peut pas avoir lieu. On ne peut pas la détention, la liberté provisoire ne peut pas avoir lieu. Ce qui a lieu de provisoire, c'est la détention. Et c'est ce qu'on appelle au Gabon la détention préventive. Et que même quand on parle de détention ou de liberté provisoire, c'est dans l'exécution de la peine et non pas dans, bien évidemment, la procédure pénale avant la phase d'exécution de la peine. Parce que dans la procédure pénale, il y a il y a la phase préliminaire. C'est tout ce qui est relatif aux enquêtes, des enquêtes de flagrance pour des faits flagrants, des enquêtes préliminaires c'est ce qui conduit généralement aux instructions, des enquêtes préliminaires. Après cette phase, on a la phase de jugement. C'est comme ça que se fait en fait le procès pénal. On a la phase de jugement. Dès que la phase de jugement s'établit, c'est elle qui va établir les responsabilités, ce qu'on appelle l'imputabilité et la culpabilité. La culpabilité, c'est dire que quelqu'un a commis le fait qui lui est reproché. L'imputabilité, c'est dire que la personne est responsable du fait. Parce qu'en droit, vous pouvez être, j'ai envie de dire, vous pouvez avoir commis un fait et finir par ne pas être responsable de ce fait. Parce qu'il y a des causes d'irresponsabilité pénale, il y a des mécanismes qui peuvent vous exempter de répondre de vos actes en droit. Donc, quand les juridictions de jugement prennent l'affaire, les juges décident de juger l'affaire, ils doivent juger tant sur la culpabilité, est-ce que la personne a commis l'acte, oui ou non? On statue sur la culpabilité. Et on juge maintenant sur l'imputabilité. Est-ce que la personne avait toutes ses facultés? Est-ce que la personne était dans les conditions de pouvoir raisonnablement, intentionnellement, bien évidemment, commettre les faits qui lui sont reprochés? Et là où on excuse parfois les gens qui sont en état d'ébriété, on va excuser les gens qui étaient un peu sous des drogues, des stupéfiants, on va excuser des gens qui sont un peu fous, des malades mentaux, on va les excuser. Ils seront jugés, bien évidemment, coupables des faits, mais ils ne seront pas responsables. Et qui dit responsabilité dit condamnation. Qui dit condamnation dit emprisonnement, amende, peine d'intérêt général. Pour ce qui est de la France, au Gabon, ça n'existe pas encore. Dit tout cela. Maintenant, en droit, ce que l'on peut admettre en termes de liberté provisoire, c'est la liberté que l'on donne à quelqu'un qui est dans le processus d'exécution de la peine, c'est-à-dire qui est déjà en prison. Tu as été condamné, tu as été jugé coupable et tu es responsable. Tu es en train d'exécuter ta peine. Mais il y a une cause, une circonstance qui fait que on estime que le milieu carcéral est devenu peut-être impossible ou incompatible avec ta situation. Donc, on va te permettre d'aller à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une liberté provisoire. Et dans ce cas-là, elle est provisoire parce que, en attendant que bien évidemment, tu purges ta peine. Si tu as 5 ans de prison, on peut te permettre, par exemple, les 2 années d'avant la fin du terme de ta condamnation, eh bien que tu sois en liberté provisoire. Provisoirement, eh bien, à l'épurement de ta peine, provisoirement à la fin de la sentence qui t'a condamné. Et donc, on t'aménage la peine. Voilà un peu la réalité. Conditionnel ou provisoire? C'est la conditionnelle, mais ça s'appelle aussi provisoire. On peut appeler ça provisoire, et ça, c'est de la philosophie juridique. Et c'est provisoire parce que, bien évidemment, en attendant la fin, la conditionnelle est plutôt du point de vue de l'aménagement. On parle de conditionnel, c'est-à-dire comment ça va se faire. Est-ce que ce sera avec bracelet électronique? Est-ce que ce sera avec présence, par exemple, dans un commissariat toutes les 7 heures du matin? Est-ce que ce sera avec un contrôle judiciaire qui voudrait que, par exemple, le procureur de la République fasse un tour chez vous tous les matins et tous les soirs pour s'assurer qu'effectivement vous êtes en lieu et en place? Est-ce que donc la conditionnelle, en fait, renvoie aux conditions de faisabilité de la mise en liberté provisoire. Et provisoire parce que, en attendant, bien évidemment, que vous purgiez la totalité de la peine qui a été, bien évidemment, assortie à votre condamnation. Donc, oui, les avocats français ont raison. Et je l'ai dit. Mais comme on est au Gabon,
je suis une petite fille d'hier, comme on dit au quartier, ce sont mes papas, et quand je viens leur dire que c'est pas possible, bah, personne ne croit, on m'insulte, on me traite de tous les noms, mais quand c'est un avocat qui vient, on vient jouer les victimes colonisées d'hier quand même. On est déjà trop grand pour revenir jouer à la victime du colonisé. On ne peut pas être dans un débat intellectuel, aller se parer dans les histoires de oui, vous voulez jouer les maîtres, vous voulez jouer les colons. Soyons conformes à la lettre. On est allé à l'école et prouvons que nous sommes allés à l'école. Ne soyons pas là à tomber dans des petitesses de oui, c'est le colon qui veut montrer qu'il connaît mieux. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez entendu? Il y a une autre conférence de presse. Attendez d'abord. Et que vous ne pouvez pas attendre un peu. Pourquoi vous êtes pressé comme ça là? Attendez d'abord. Non, je mange. Attendez d'abord à Fabienne Ngogol. Attendez d'abord. Et oui, dis-moi, dites-moi. Oh, merci. On vous dit que le port du cerveau est obligatoire ici, vous ne comprenez pas. Est-ce que tonton Thierry est là, s'il vous plaît? Le procureur va faire une autre conférence de presse pour Fabienne. Attendez. J'aimerais déjà aussi, pardon, permettez-moi, parce que le débat que Maître a évoqué tout à l'heure, déjà bonsoir Maître, le débat qu'elle a évoqué tout à l'heure, je l'ai suivi sur Gabon Media Time et c'est vrai que ce jour-là, elle s'est fait lyncher, mais alors là, d'une façon. Mais vraiment, lyncher ce jour-là. Et je suis allé. Elle a reçu l'argent de Sylvia, on est au courant. Elle a reçu l'argent de Sylvia. C'était même pas. Ils étaient encore en prison quand elle a. Non, c'était des frustrations de certains anciens condisciples. Et effectivement, quand l'avocat. Ah, ce débat-là, oui, j'ai suivi aussi. Quand l'avocat de Sylvia est venu se prononcer sur la question, ça m'a fait repenser à ce jour-là. Parce qu'il y a des gens que je connaissais quand même bons juristes, hein, mais ce jour-là qui étaient vraiment déchaînés dans les commentaires. C'est vrai. Donc oui, félicitations parce que ce jour-là, tu étais quasiment la seule à défendre ta posture. Non, elle n'a pas défendu sa position, elle a défendu les textes. Voilà. Le problème, c'est que les juristes, elle n'a pas défendu sa position, elle a défendu le droit. Elle a défendu les textes de loi. Les juristes de l'UOB, je parle bien de juristes, hein, je ne parle pas de juristes ici, je parle de juristes de l'UOB ont tendance à nous dire l'esprit de la loi. Oh, l'esprit de la loi dit ça. Il faut nous expliquer l'esprit de la loi, c'est quoi? Moi, je veux comprendre. C'est quel esprit? Il faut qu'on chasse ça, c'est un démon, je ne sais pas. C'est quoi l'esprit de la loi que nos juristes de l'UOB brandissent à tort et à raison tout le temps là. T'as poté le live, les gars. Pardon. Maître, donc au demeurant, on peut simplement constater que notre code de procédure pénale ou notre code pénal est mal écrit. Non, il y a plusieurs articles dans le code de procédure. Vous savez, on n'avait pas un code de procédure pénale pendant longtemps. Et je crois que certains de nos intellectuels, on va le dire comme ça, dont Maître Nkeya et autres, ils se sont un peu débrouillés à créer quelque chose, à mener le législateur à créer quelque chose. Mais c'est un code, si vous prenez le code de procédure pénale, vous prenez le cours de procédure. Parce que moi, je suis pénaliste. C'est l'une de mes spécialités. Vous comprenez? Je suis spécialisée en droit pénal et sciences criminelles. Donc, c'est un peu le cas aussi de mon grand frère chéri d'amour, le procureur général, qui, bon, lui, il a fait une thèse en crime rituel et puis bon, de par là, il se dit spécialiste de droit pénal, même si en réalité, la thèse, vous savez ce que c'est. On est en Afrique, on est un peu dans comment on appelle, pas l'idolâtrie. Non, pas l'idolâtrie, il y a un terme consacré, c'est-à-dire que on est dans cette considération où l'on brandit le diplôme pour venir sous-tendre ce qu'on a envie d'expliquer. Alors qu'en réalité, le diplôme ne devrait pas être la justification de ce qu'on veut expliquer. C'est ce qu'on veut expliquer qui t'établit, qui fait qu'on sache que bon, ah oui, ça c'est une spécialiste, elle connaît. Tu n'as pas besoin de dire que je suis docteur en ceci, cela pour venir soutenir après ce que tu vas dire. Pour que ce que tu vas dire, quoi que ce soit, tu poses un argument d'autorité parce que tu as le doctorat et tout le monde va avaler. Non, c'est pas cela le droit. Le doctorat, c'est quoi? Le doctorat, c'est que tu choisis un sujet. Exemple simple, je veux faire un doctorat sur les mères isolées au Gabon. Je prends
toutes les sciences qui ont traité des mères isolées, c'est-à-dire toutes les politiques sociales, tout ce qui s'est fait dans le monde en matière de mères isolées, c'est-à-dire les mères élevant leurs enfants seuls. Et donc, je vais faire un travail dessus pour savoir où ça s'est passé, comment ça a été résolu. Et si je vois que ça ne m'apporte pas des réponses qui répondent à ma problématique de mère isolée au Gabon, j'apporte une contribution scientifique en proposant une démarche, une solution qui serait de nature à pouvoir être utilisée, par exemple, par des gouvernants du Gabon, même d'ailleurs, pour prendre en charge la situation des mères isolées. C'est cela une thèse. Et elle est vraiment une contribution quand elle vient résoudre une problématique concrète. Même si on sait que nous autres, là, quand on va faire les thèses en Europe, on fait les thèses pour lesquelles il y a déjà les solutions en Europe. On vient juste accrocher à côté Afrique, la situation au Gabon. Donc, c'est-à-dire qu'on fait du travail, un travail scientifique a déjà été résolu ailleurs, on vient juste ajouter la situation au Gabon. Bref, on ne peut pas devenir spécialiste du droit pénal parce qu'on a une thèse. On est spécialiste de la question sur laquelle on a écrit, on a réfléchi. Si notre compatriote, procureur général, a fait une thèse sur les crimes rituels, il n'est spécialiste que des crimes rituels. La thèse en crimes rituels ne fait pas de lui un spécialiste du droit pénal ou un pénaliste. Pour être pénaliste, il faut avoir fait une branche du droit pénal en spécialité, en master. Pour que lorsque tu sors de là, tu es diplômé, tu es jugé digne. Et tu es donc consacré pénaliste, spécialiste de droit pénal. C'est pas parce que je fais une thèse en quelque chose que je deviens spécialiste de la matière. Tu es spécialiste de la question que tu as abordée. Et là, pour ce qui est le cas de notre procureur général, il a traité, j'ai lu son livre qui est en réalité sa thèse, qu'il a transformé en livre, et sur les crimes rituels. Donc, ce livre-là, c'est les crimes rituels. Est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, les crimes rituels sont une matière connue dans le monde? Est-ce que c'est criminalisé? Est-ce que c'est considéré comme une infraction? Comment est-ce que la matière pénale considère et reçoit le crime rituel? Comment c'est traité? Qu'est-ce qu'il propose, lui, comme démarche qui serait de nature à être suivie comme solution tout de suite? Donc, ce que je voudrais dire, l'esprit de la lettre, ou comment vous appelez ça? La lettre et l'esprit. Aïe! Vous savez, il y a la philosophie, mais il y a des termes avec lesquels il ne faut pas faire de la philosophie. Il y a la philosophie juridique, il y a la philosophie économique, il y a la philosophie... On peut tous être philosophes de tous les domaines du monde. La philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Et la science juridique en est une. La science économique en est une. Donc, quand on décide de faire de la philosophie juridique, on ne fait pas forcément du droit. C'est-à-dire qu'on se permet des libertés de réflexion, d'analyse sur la question du droit pour voir comment on peut peut-être entrevoir d'autres aspects peut-être qui jusque-là n'ont pas été exploités et comment on peut les déployer. L'esprit, ça va être de dire quoi? Quelles ont été d'abord les motivations d'un texte? Quelles ont été ces motivations? Quel est le but visé? Et quelle est, bien évidemment, la solution souhaitée à la fin? C'est ça l'esprit, c'est-à-dire le fil conducteur. Quand on parle de l'esprit de la loi, qu'est-ce qui a conduit la loi? Qu'est-ce qui a légitimé? Qu'est-ce qui a créé? Qu'est-ce qui a motivé? Et là, on ne va pas chercher dans le droit pur et dur. On va chercher dans des explications psychologiques, anthropologiques, sociologiques. On va essayer de donner, parfois religieuses, culturelles, on va essayer de donner une explication qui semble logique pour contraindre le droit à pouvoir admettre des contours que ces principes, à la base, n'admettent pas. Et donc, c'est de l'ordre de la philosophie. Et quand c'est de l'ordre de la philosophie, ce n'est pas une règle applicable comme une règle de mathématiques. Donc, ça veut dire que c'est un argumentaire qu'on peut se permettre, mais à la charge de laisser les interlocuteurs, ceux à qui l'argumentaire s'adresse, d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc, ce n'est pas quelque chose de solide ou de factuel. C'est pour cela qu'on parle toujours, nous les juristes, de fond et de forme. C'est au Gabon qu'on parle de ça. Vous avez bien fait de dire les juristes de l'UOB. Moi, j'ai une question assez profonde. Je me permets de dire ça comme ça. Franck Biziki, grande gueule de la République, qui paraît. J'ai envie de vous poser la question. Aujourd'hui, l'État gabonais décide de porter plainte à M. Ali Bongo en France. La question qui est la mienne est la suivante. M. Ali Bongo n'avait-il pas décrété une amnistie ou une incapacité à l'État gabonais de porter plainte à ce monsieur s'il jamais n'était plus président de la République, un truc dans ce genre?
Bon, vous savez, c'est pour cela que je dis, moi aujourd'hui, je suis loin de la politique, je suis loin de beaucoup de choses. J'essaie de me concentrer dans mon travail parce que l'intelligent, c'est aussi celui qui est conscient de l'environnement dans lequel il évolue. Quand tu te rends compte que tu parles et que la majorité autour de toi, ou du moins quasi totalement la population en quasi-totalité, ne veut pas comprendre ce qui se passe, et ben tu te dis, au lieu de recevoir les fusils nocturnes tous les jours de tes parents qui te disent on ne t'a pas envoyé à l'école pour devenir le perroquet, des causes perdues, pardon, au mieux reste dans ton cabinet, tu travailles là-bas, ou si tu ne veux pas aller rejoindre les gens là, donc tu choisis. Soit tu vas rejoindre les gens là, tu fais comme tout le monde, soit tu restes dans ton cabinet. Pour l'instant, j'ai décidé de rester dans mon cabinet parce que pour l'instant, je ne suis pas en phase d'aller faire avec ce qui ne va pas conformément à mes convictions, à ce que j'ai essayé de construire en termes de colonne vertébrale. Donc, aujourd'hui là, est-ce que l'État gabonais peut porter plainte à Ali Bongo? Ça dépend. Oui et non. Si c'est pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions, la réponse est non. Parce que le Gabon a adopté une constitution qui a fait d'Ali Bongo un irresponsable pénal. Parce que j'ai lu certains commentaires sur certaines publications qui disaient non, il est irresponsable politiquement, pas pénalement. Non, relisez la constitution de 91 qui a été modifiée récemment. Donc, les députés qui sont là, qui sont pour certains, en majorité d'ailleurs, députés de la transition, sont des députés qui ont légitimé l'irresponsabilité pénale de M. Ali Bongo. J'ai fait une pétition dessus. Pour certains qui me découvrent, qui disent, mais oui, elle était où hier, elle ne parlait pas. J'étais là, peut-être vous ne me connaissiez pas, peut-être vous étiez sur les TikTok, peut-être, moi je n'étais pas encore sur TikTok. Mais j'étais sur ma page Facebook, où j'avais plus de 100 000 abonnés, et dès que la transition arrivait, ils ont supprimé ma page. Du jour au lendemain, après un live sur Marie-Madeleine Borancho. Bref, j'ai fait une pétition. J'ai demandé au peuple gabonais, aux députés, qu'ils soient PDG ou quoi que ce soit, de dire non à ce projet. Parce que le président de la République, c'est le premier citoyen. Il doit montrer l'exemple. Alors, s'il commet des actes qui sont répréhensibles du point de vue de la loi, il doit en répondre, notamment dans l'exercice de ses fonctions. On ne peut donc pas lui donner une immunité pénale. Ils m'ont écouté? Non. Certains compatriotes m'ont soutenu, ils ont partagé la pétition, ils ont signé la pétition. Je peux retrouver sur change.org la traçabilité de cette pétition. J'ai combattu ça, parce que ça fait l'objet quand même de quelques débats médiatiques. J'ai dénoncé. Personne n'a écouté, ils sont tous allés voter. À concurrence de 2 millions pour certains députés de l'opposition et consorts. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça se votait les lois à l'Assemblée. On met 2 millions dans les caisses de chacun. Et puis, chacun prend les 2 millions, il va lever la main et dit oui. Ils ont consacré l'irresponsabilité pénale d'Ali Bongo. Même s'ils ont changé de constitution, vous savez, il y a beaucoup de... le droit s'applique par des principes. Il y a le principe de la non-rétroactivité, ce qu'on appelle en droit inmitius. La rétroactivité inmitius est la non-rétroactivité des lois pénales les plus dures. La loi... donc, ne peut pas permettre qu'une nouvelle loi vienne résoudre une équation qui condamne davantage. Vous comprenez que l'ancienne loi. Si l'ancienne loi excusait, la nouvelle loi ne peut pas connaître des anciens faits en les condamnant beaucoup plus durement. C'est un principe de droit. Et dans tous les états de droit, on ne peut pas dire que comme une nouvelle loi dit qu'on peut déjà poursuivre Ali Bongo, admettons que ce soit le cas, les faits qui ont été commis alors que n'existait pas cette nouvelle loi, vont être jugés conformément à la nouvelle loi. Ça aussi, c'est un principe. C'est pour ça que je dis aux gens, il ne suffit pas d'aller acheter un code. Parce que si on disait qu'il fallait lire juste les codes, tout le monde serait juriste. Ça, il ne servirait à rien d'aller dans des universités pour apprendre le droit. Il suffirait d'aller à Gabon, je ne sais pas quoi, à la multipresse et tout, acheter les codes, lire les codes et dire qu'on est devenu juriste. La loi n'est rien devant le droit. Le droit s'interprète, s'analyse avec les principes du droit. Et l'un des principes fondamentaux du droit, c'est que la loi pénale, surtout pour ce qui est de la loi pénale, elle est non rétroactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi pénale s'applique aux faits nouveaux. La nouvelle loi s'applique aux nouveaux faits. Et la seule possibilité que la nouvelle loi s'applique aux anciens faits, c'est quand la nouvelle loi vient favoriser
la situation des anciens suspects. C'est-à-dire que si dans l'ancienne loi, tu pouvais aller en prison parce que tu donnais un bisou à quelqu'un à la bouche, maintenant la nouvelle loi prévoit que celui qui donne un bisou à quelqu'un à la bouche ne peut plus aller en prison. Là, on va t'appliquer la nouvelle loi. Parce qu'elle est plus avantageuse, elle est plus humaine. C'est ce qu'on appelle en droit la rétroactivité in missus. Donc, en plus simple, la rétroactivité, les lois pénales les plus douces. Mais si on dit, celui... Pardon, parle doucement. Non, je parle en français simple. Parle doucement, si on dit... on veut noter, parle doucement. L'esprit est déjà monté. Si on dit aussi que, par exemple, dans l'ancienne loi, si tu fais bisou à quelqu'un, tu vas en prison, et que dans la nouvelle loi, on dit, si tu fais bisou à quelqu'un, eh bien, on te tue. On ne peut pas t'appliquer la nouvelle loi parce qu'elle est plus sévère que l'ancienne loi. Et c'est là où s'établit le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Et la seule possibilité qu'elle s'applique, c'est que, eh bien, la nouvelle loi soit favorable aux suspects d'hier. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, techniquement, juridiquement, Ali Bongo ne peut être poursuivi pour rien du tout, pour tout ce qu'il a fait. Qui l'a décidé? Ce sont les acteurs politiques gabonais. Ce sont les députés, tant de la majorité que de l'opposition d'hier. Ce sont eux qui ont décidé ça. Et quoi qu'on décide aujourd'hui, si Ali Bongo doit être poursuivi en justice, c'est peut-être pour des faits à partir de quand il n'était plus président. Vous comprenez? S'il a commis des actes répréhensibles quand il n'était plus président là, il peut être poursuivi en justice. Donc, mais si c'est pour des faits commis pendant qu'il était président, il ne peut pas. Le seul acte répréhensible qu'il a commis, il ne peut être poursuivi. Dans sa résidence. Giovanni, 2 minutes s'il te plaît, pour que le propos soit plus clair. Donc, il ne peut être poursuivi que pour des faits qu'il a commis quand il était en résidence surveillée là-bas. À partir donc du 1er septembre. À partir donc voilà, c'est ça. Il a giflé Jalil. C'est ça là. Vous n'êtes pas bien. Est-ce que tonton Thierry et Marvin sont sur le panel, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils ont pris des notes? Ils en poument depuis. Bon, maintenant l'avocat dit quoi? Et puis le procureur est venu nous faire le cours d'histoire du colon. L'avocat a dit que le procureur ne connaît pas le droit. Et c'est déplorable. Parce qu'entre juristes, on devrait se comprendre. Quand il vient déclarer des choses qui n'ont rien à voir avec le droit, il a des inquiétudes sur le niveau le niveau des professionnels du droit gabonais. Et ça, c'est une belle gifle et une humiliation que moi, je n'accepte pas. C'est pour cela qu'on dit, il vaut mieux subir l'humiliation de ton enfant à la maison que de subir l'humiliation du père d'autrui dehors. S'ils m'avaient écouté, ils seraient revenus sur leurs paroles. Et, mon Dieu, tellement il y a des choses, ils peuvent tellement gagner, ils peuvent tellement avoir une vraie communication claire, nette, responsable, digne, qui donne même envie à vous autres là, même si on vous a taxé que vous les détestez, qui donne même envie à vous autres là de les protéger. Mais ils ne sont pas responsables. Ils ne prennent pas le temps du recul, de l'analyse. Ils ne prennent pas conscience de ce qu'est la gestion de l'État. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le Gabon est géré par une bande de plaisantins. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. C'est-à-dire les gens qui n'ont aucune conscience de ce qu'est l'État. L'État est un monstre froid. L'État ne réagit pas au tic au tac. L'État n'est pas émotif et émotionnel. Quand l'actualité de Noureddine est arrivée, l'État ne peut pas se permettre à la seconde d'après de faire une conférence de presse pour venir raconter n'importe quoi. Même s'il faut attendre une semaine, mais pour que cette semaine serve à une vraie cellule de crise, qui va engager des détectives dans le monde pour aller savoir la vérité de ce qu'ils détiennent, avant de venir oser prononcer un seul mot dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des responsables administratifs qui doivent être neutres, qui ne doivent pas avoir des opinions politiques, philosophiques, religieuses à exprimer, pour venir faire des déclarations telles que « Oh, on a donné l'argent à Ali Bongo est ingrat, mon Dieu, on a baissé la culotte à la République gabonaise à ce point. C'est pas possible. J'espère que les autorités entendront raison et qu'ils comprendront l'utilité de votre travail. Je ne le ferai plus. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans ce live parce que j'ai décidé que je ne parle plus des choses de ce pays-là dans ce sens. Le live là attire souvent les esprits hauts. C'est l'esprit de la loi. Mais ce que moi je me comprendre dans ce que vous avez eu à dire, donc ça veut dire qu'on ne pourrait jamais poursuivre Ali Bongo pour les actions de 2016-2009, non? Absolument pas.
Absolument pas. Et ça faisait partie de l'argumentaire que je tenais. Et je disais aux gens, je les prenais comme ça, en indexant leurs responsabilités, que donc vous êtes sûr que demain là, quoi qu'il arrive, Ali Bongo ne pourra jamais répondre de tout ce que vous lui avez reproché hier. Vous avez dit qu'il a tué les Gabonais en 2009. Vous avez dit qu'il a tué les Gabonais en 2016. Il ne pourra jamais répondre de cela. C'est pas les députés PDG, ces consorts là sont allés voter. Ils ont voté l'irresponsabilité pénale. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas l'irresponsabilité politique. L'irresponsabilité pénale d'Ali Bongo. Il ne peut pas... J'espère que vous prenez les notes. Hein. Les Kuna là, j'espère que vous étudiez. Hein. En un mot, comme avait dit Maître Nzigou, Maître Nzigou avait dit, le coup d'État l'absout de tous ses péchés. Ah, tant le coup d'État l'absout, de tous ses péchés, tant la loi qui a été votée, adoptée par le Parlement gabonais souverain, a absous Ali Bongo de tous ses péchés. Et donc, il n'y a aucune rétroactivité que l'on va créer là pour dire que bon, on oublie la loi là, comme elle n'est plus en vigueur, on va maintenant le juger selon la nouvelle loi. La seule possibilité de le juger selon la nouvelle loi, c'est que la nouvelle loi l'irresponsabilise davantage. Si la nouvelle loi vient pour le condamner davantage, elle ne peut pas lui être applicable. C'est un principe de droit, non-rétroactivité des lois pénales les plus sévères. Point. Maintenant, la plainte à Paris, là, qu'est-ce que Paris va faire? C'est nul le nom d'avenir. Parce que le daron, ça a quel sens? Ça a quel sens? Plainte, hein? Non, je ne sais pas si c'est le président de la République qui a porté plainte ou si c'est l'État gabonais. Il faut vraiment dissocier les deux personnes. C'est vrai que l'État gabonais est une personne morale qui peut légitimement porter plainte contre un individu ou une puissance sur des faits qui portent atteinte à ses intérêts. Ça, c'est sûr. Mais non, je ne connais pas. J'ai regardé le papier de Jeune Afrique hier. Comme vous tous, je n'ai pas vu dedans les chefs d'inculpation, je n'ai pas vu dedans les griefs, je n'ai pas vu dedans ce qui lui est reproché. Donc, je ne sais pas la teneur, bien évidemment, ou le contenu de la plainte. Je sais juste que l'État a porté, tantôt on dit c'est l'État, tantôt on dit que c'est le président le président Oligui qui a porté plainte, donc je ne sais pas. Et si je n'ai pas d'informations, je ne peux pas être de meilleure argumentation ou utile vraiment sur ce sujet-là. Il faut déjà en savoir un peu plus pour savoir d'abord qui a porté plainte. Est-ce que c'est l'État ou c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema en tant qu'individu ou en tant que président de la République? Il faut le savoir. Il faut savoir pour quel fait une plainte lui a donc été adressée. Est-ce que c'est pour des faits de diffamation? Parce qu'il aurait fait des affirmations que l'État gabonais conteste. Et bien là, c'est la preuve qui va venir séparer chacun. Vous savez, la diffamation, elle ne peut pas porter s'il y a l'excuse de vérité. L'excuse de vérité, c'est que si les faits sont avérés et que les faits sont portés à la connaissance du public, même si ces faits, bien évidemment, portent atteinte à l'honneur, à la considération, à la dignité de la personne, bien évidemment, désignée dans le truc, eh bien, la diffamation ne pourra pas être constituée si, bien évidemment, il y a une vérité dans ces faits-là. Le seul obstacle, c'est la vie privée. Le seul obstacle, c'est-à-dire qu'en matière de vie privée, tellement elle est considérée sacrée, même si personne ne la respecte, on ne peut pas diffamer sur la vie privée de quelqu'un. C'est le seul obstacle. Mais sur le reste, bien évidemment que l'excuse de vérité est ce qui va prévaloir, même si, effectivement, la personne a été atteinte dans son honneur, sa dignité et tout. Si on établit la véracité des faits qui lui sont reprochés, naturellement que on retiendra pour celui qui est désigné comme diffamateur qu'il ne l'est pas, parce que l'excuse de vérité l'exonère de sa responsabilité. C'est pour cela que je vous parlais, en droit pénal, il faut retenir deux choses, l'imputabilité et la culpabilité. La culpabilité, c'est que oui, j'ai vraiment commis le fait qui m'est reproché, mais est-ce que je suis responsable? Et l'excuse de vérité peut venir intervenir dans le champ de la responsabilité, dans le champ de ce qu'on appelle l'imputabilité, c'est-à-dire on t'impute un fait, on te rend responsable d'un fait. Et c'est là où maintenant on va savoir si l'excuse de vérité est accordée ou est reçue. Eh bien, même si tu as commis l'acte, tu ne peux pas être condamné parce que justement, c'est un fait exonératoire des responsabilités. Vous comprenez maintenant pourquoi le Djadji ne veut plus vous envoyer faire des études en étranger, non? C'est tout ça là. C'est tout ça là. On vous envoie étudier là-bas, vous voulez maintenant corriger le procureur. C'est ça là. Vous voulez maintenant dire que non, le procureur a fait
un doctorat Imbugudu Ibragada. Vous trouvez Non, ça je n'ai pas normal? dit ça. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Tu sais, non, s'il vous plaît, vous savez que je suis fan. Et chez nous, les fans, on ne pardonne pas les enfants impolis. Et je ne peux pas être l'enfant impoli de la famille. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de respect pour le procureur de la République. Vraiment beaucoup de respect. J'étais d'ailleurs même à la présentation de son livre qui est le transfert de sa thèse en livre. J'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est ça toute la difficulté. Vous savez, moi j'ai grandi au village. Nous, les enfants du village, on a grandi avec un certain nombre de valeurs. On a eu la chance de l'école. On est parti chez les autres. On a appris d'autres valeurs là-bas. Mais quand on veut les mettre en déploiement, on se retrouve dans les obstacles culturels et autres. Et quand on essaye de s'exprimer pour être utile à la République, on va venir me talocher pour dire que voilà l'enfant qui n'est pas poli. Moi, j'ai beaucoup de respect. Vraiment, j'aimerais que les gens le retiennent. J'ai beaucoup de respect personnellement pour le procureur. Mais quand je m'adresse à lui en tant que procureur, je ne m'adresse pas à lui en tant que mon parent du quartier. Je m'adresse à lui en tant qu'autorité qui représente le Gabon, qui incarne ce que devrait être la justice à un certain niveau de notre pays. Et si c'est cela l'image de la justice de mon pays, je suis au regret de me désolidariser de cette image de la justice qui ne sied pas à ce qui devrait nous procurer honneur, dignité. Vraiment. Et c'est dommage qu'on soit condamné à avoir des avocats venir nous faire la leçon. Le fautif, c'est pas l'avocat français qui vient nous faire la leçon. Le fautif, c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur des débats, des enjeux, qui ne savons pas comment retranscrire une réalité pour qu'elle soit de nature non seulement à rassurer le citoyen gabonais lambda qui se pose des questions, mais pourquoi les gens là sont dehors? Mais en plus, qui justifie juridiquement et intellectuellement une situation. Tout ce qu'il est venu raconter, la liberté provisoire, on peut être dehors, c'est faux. Même dans la détention préventive et ses suites, dans le code de procédure pénale, on dit la personne doit obligatoirement élire domicile sur le territoire de la juridiction. La juridiction, c'est ici à Libreville. Donc, tu ne peux pas aller ailleurs qu'à Libreville. Tu dois être condamné jusqu'au jugement à être sur le territoire gabonais. Tu ne peux pas aller à l'étranger. C'est écrit dans le code de procédure pénale. Je crois que c'est les articles 251 et suivants. Allez-y lire le code pénal. C'est écrit dedans. L'élection de domicile. Quand on dit que tu élis domicile quelque part, ça ne veut pas dire que tu te pavanes dans le monde. Et surtout dans une procédure pénale, qu'on estime que tu es en liberté provisoire. Que tu te pavanes dans le monde. Et surtout, tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est faux. C'est pas. Et vous voyez là, faire cette sortie et la prendre comme un petit colonisé qui veut venir défendre que oui, on ne veut plus des colons. Ça s'appelle de la victimisation et ça on ne respecte pas ça dans le milieu intellectuel. Ça veut dire qu'en fait, tu es conscient de tes faiblesses, de tes vulnérabilités et comme tu n'as pas la capacité de te défendre intellectuellement, tu préfères aller choisir les facilités telles que la colonisation pour dire que voilà, ils viennent parler avec un ton qui traduit de ce que voilà, c'est moi l'impérialiste, c'est moi le colon, c'est moi le... Non, on est intellectuel. Il vient de faire son doctorat, ça fait même pas 2 ans. Donc, il a la capacité de soutenir un contre-argumentaire et de dire, écoutez, c'est le code gabonais qui prévoit comme ça. Et tant que le législateur gabonais n'a pas fait évoluer, bien évidemment, son ordonnancement juridique en la matière, c'est vrai qu'en tant que juriste et intellectuel, j'admets la position de ceux qui n'existe pas de liberté provisoire, surtout lorsqu'il y a établi le principe de la présomption d'innocence. Mais, en tant que procureur de la République, je ne suis pas là pour venir commenter la loi. Je suis là pour appliquer la loi telle qu'elle est écrite. Et la loi, elle est écrite conformément à une idée de recevabilité d'une liberté provisoire. Et voilà comment elle se décline. Voilà comment on se défend intellectuellement. Donc, tu ne viens pas te défendre pour venir sortir des petits argumentaires du quartier pour dire eh oui, les Blancs, vous voulez montrer que vous connaissez plus que nous. Et puis, c'est vous qui avez fait les Maître, mais ça peut être la juriste. Marvin, comment tu parles m'écrire? Attends d'abord 2 minutes. 2 minutes, s'il te plaît, sur mon dos. Marvin, ne pas m'écrire là-bas. Faut pas aller m'écrire que tu as la page LinkedIn. Tout le monde a la page LinkedIn. Ne fatigue pas les gens. Faut monter débattre avec Maître Marlène ici, là. Au lieu d'aller m'écrire en inbox là-bas. C'est comment? Donc, Maître, est-ce que là, le procureur général n'a pas fait de la jurisprudence Boranto à la vacance de pouvoir? Oh, bon, non, je ne le dirais pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses. C'est pour cela que je dis, il faut réintellectualiser tous les débats. Nous tous, nous devons faire cet effort. Éviter les organes. On a été perdu dans les organes parce que les organes, c'est la facilité. Et quand on est dans les organes, là, c'est-à-dire que la lucidité n'est plus maître. Et quand la lucidité n'est plus maître, on passe à côté du vrai débat. L'histoire de Borancho, vous savez, j'étais étudiante à Pau, à l'université de Pau, département de droit. Et nous avons eu l'honneur à ce moment-là de recevoir le président du Conseil constitutionnel français, M. Laurent Fabius. Et vous connaissez, nous les Gabonais, on est bien curieux, donc toujours aller dire bonjour à la fin, vouloir 2 petites minutes de discussion et tout ça, tout ça. J'ai fait ça. Il me les a accordés parce qu'en France, c'est free. Même si tu es président de la République, tu approches le président dans un contexte universitaire comme ça, bah, on te donne tout. Et puis tu lui parles, tu racontes ce que tu veux. Et on a discuté de cette histoire de Borancho. Lui et moi, Laurent Fabius et moi, en tête à tête. Et je lui ai donc posé la question de savoir ce qu'il pensait de ce qui se passait au Gabon parce que c'était l'actualité à ce moment-là. Il me dit, ben, Marine, je la connais personnellement, mais c'est n'importe quoi qu'elle fait. C'est pas possible. Le pouvoir de légiférer, bien évidemment, du Conseil constitutionnel n'intervient pas dans ce genre de situation. On ne crée pas le droit dans ce genre de situation autonomement. On n'a pas un pouvoir autonome. En fait, c'était une discussion bon enfant, comme si c'était mon pote de toujours. Alors que bon, il est venu juste nous édifier sur comment fonctionne le Conseil constitutionnel français, quels sont les organes, qui en est machin et tout. Il venait d'être président. Et donc après, moi j'ai voulu discuter du Gabon avec lui. Je lui ai parlé. Il m'a dit, il connaît bien Marie-Madeleine, qu'il a eu plusieurs rendez-vous en tête à tête avec elle. Ils ont beaucoup discuté. Mais qu'il était au regret de voir comment elle agit, que non, ça ne correspond à rien, à tout ce que, voilà, un juge constitutionnel peut faire. Bon, jurisprudence. C'est quoi la jurisprudence? Parce que quand vous dites jurisprudence Borancho, ça veut dire que Borancho a créé le droit. Borancho a pris une position qui est devenue une norme. Sauf que si la position est illégale conformément au principe du droit, eh ben, c'est pas une jurisprudence en réalité. C'est de la dictature juridique. On impose une volonté, on impose ce que je veux, et puis on dit que comme ça a été imposé hier, c'est comme ça qu'on fait, jusqu'à ce qu'on change. C'est comme ça. Ça, c'est pas de la jurisprudence. C'est pour cela que je vous ai dit, ce sont les politiques qui font les lois. Et les politiques ne sont pas forcément censés connaître le droit. Et donc, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Dans des États sérieux, on s'attache de cabinets juridiques, on s'attache de professionnels de droit pour chaque parti politique, je veux dire, et acteur politique, pour pouvoir être de proposition de textes de loi. C'est-à-dire, si je suis député, je ne le serai pas, rassurez-vous, si je suis député, je vais peut-être m'allouer les services d'un cabinet de conseil comme Maître Essola, que je suis. On dit, ben écoute, Maître Essola, je suis acteur politique, j'aurais besoin de vous, par exemple, pour l'élaboration d'un projet de loi ou d'une proposition de loi selon la personnalité qui propose. Et voilà ce que je voudrais. Vous m'expliquez en français facile ce que vous voulez. Moi, je vais vous traduire ça en français juridique. Et là, quand vous allez défendre ça, vous allez le défendre avec des outils. Mais si vous faites comme on fait au Gabon, comme tu sais que tu es intelligent, tu connais un peu le français, tu rédiges ton propre projet, il va à l'Assemblée, il est adopté, il est voté. Et maintenant, le juge, qui doit connaître de l'affaire, il a un bon avocat percutant devant ou un bon conseil juridique devant. Le conseil lui dit, mais non, monsieur le juge, vous ne pouvez pas prendre, bien évidemment, la décision concernant mon client sur la base de cette loi, parce que cette loi viole telle disposition, ou bien il y a tel élément qui est obscur, qui n'est pas prévu, parce qu'on ne peut pas statuer si le texte n'est pas prévu à l'avance. Donc, le juge va essayer, soit parce que la loi est obscure, de venir prendre une position qui n'a jamais été prise et qui n'est jusque-là pas prise, en compte par le droit. Et en attendant que le législateur statue, ça ne veut pas dire que le juge crée absolument la loi. Le juge crée une position dont on peut se servir jusqu'à ce que, eh bien, une loi soit prise qui aura beaucoup plus de force que la simple jurisprudence. Ce qu'a fait Borancho, c'est créer la loi. C'est dire, je m'octroie les pouvoirs et les prérogatives de prendre une décision, d'ajouter un article à un texte. C'est pas ce que font les juges constitutionnels. Les juges constitutionnels, dès lors qu'ils sont saisis
d'une question d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire d'une inconformité, d'une incompatibilité entre la loi qu'on veut appliquer à quelqu'un et les dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits fondamentaux, donc les droits absolus. Le juge constitutionnel doit amener à prendre une position qui vise soit à reconnaître que la loi qu'on veut appliquer aux justiciables, là, aux Gabonais, là, est anticonstitutionnelle, ou à dire que non, cette loi n'a pas de problème. Mais le juge ne va pas jusqu'à dire que c'est devenu une loi. Va interpréter que bon, si la loi qu'on veut appliquer aux Gabonais, là, est inconstitutionnelle, est anticonstitutionnelle. Et si elle est anticonstitutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'appliquer, eh bien, aux citoyens. Et si on ne peut pas l'appliquer aux citoyens, aux Gabonais en cause, ça veut dire que le juge, par sa rédaction, par sa décision, par sa motivation, va inviter les pouvoirs législatifs à se conformer en créant, eux, à leur tour, la loi qui corresponde pour abroger celle qui était problématique et qui, justement, eh bien, a été cassée devant la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle ne dit pas « je suis la Cour constitutionnelle », il y a un vide dans la Constitution, j'ajoute les textes. Non, la Cour constitutionnelle n'est pas là pour ajouter les vides dans la Constitution. La Cour constitutionnelle est là pour, si elle est saisie d'une question préjudicielle, en France, on appelle ça d'une question prioritaire de constitutionnalité. Au Gabon, c'est préjudiciel. Si il est saisi d'une question préjudicielle, de décider, de vérifier de la conformité, de comment on appelle ça? La conformité, voilà, c'est le terme simple, de la constitutionnalité, c'est-à-dire que la loi là est conforme aux droits fondamentaux absolus qu'on ne doit pas violer, qu'aucun pouvoir public ne peut violer. Donc, si on dit que c'est conforme, la loi s'applique. Mais si c'est pas conforme, la loi ne peut pas s'appliquer, donc on sursoit l'affaire et l'affaire ne peut pas donc, et la personne, puisqu'on ne peut pas juger quelqu'un sans texte, on ne peut pas poursuivre quelqu'un en justice sans texte. Il faut qu'il y ait un texte qui incrimine le comportement que tu as eu, qui permet au juge de connaître de ton affaire. Si maintenant on dit que le texte sur lequel on te poursuit là, il est anticonstitutionnel, bah, il n'y a plus matière à te poursuivre. Et donc, on va se servir de cette décision de la Cour jusqu'à ce que le pouvoir politique prenne le courage de légiférer, d'abroger le texte qui était problématique, qui donc a été jugé anticonstitutionnel, parce qu'il n'est pas digne d'un état de droit d'avoir un texte anticonstitutionnel, bien évidemment dans son ordre public ou dans son ordre juridique. Et donc, c'est comme cela que le juge peut être en capacité de créer le droit. Le juge constitutionnel, j'entends. Mais le juge constitutionnel ne dispose pas en la matière d'un pouvoir autonome pour dire, moi-même, je vais écrire un deuxième alinéa à l'article, je vais écrire un deuxième article, je vais faire comme si il n'est pas le législateur. On peut lui reconnaître philosophiquement parlant, et ça c'est de la philosophie du droit, des pouvoirs de législateur dans le fait pour elle d'être en capacité de surseoir à l'exécution ou à l'applicabilité d'un texte parce que jugé inconstitutionnel, c'est tout. Et donc, ce qu'elle a fait, pour moi, excusez-moi, chers compatriotes, je ne peux pas considérer que c'est une jurisprudence, parce qu'une jurisprudence obéit à une conformité avec les principes du droit, obéit au respect, bien évidemment, des responsabilités qui sont dévolues à chacun, obéit au respect des règles. Et ce n'est pas ce qu'a fait Madame Borancho. Ça, c'était ce qu'on appelle. Excusez-moi. En tout cas, ma question était plutôt ironique et empreinte de merci. Tu m'as envoyé parler beaucoup comme ça à cause d'ironie. Je tiens juste à rappeler aux uns et aux autres qu'au Gabon, nous sommes au pays de la loi du plus fort. Maintenant, je m'adresse au Kuna. Demain, n'essayez même pas de faire un live pour parler des maîtres Marlène et Soleil. Hein. Non, il faut leur dire que je suis en congé, pardon. Allez-y, parler de ce que vous avez l'habitude de parler n'importe comment là-bas. Vous n'êtes pas des juristes, vous êtes des juristes. Restez là-bas avec ça. Ne parlez pas des juristes. C'est surtout des juristes. Voilà, vous êtes des juristes. Vous nous faites. Il y a une question qui revient. Vous n'aimez pas la paix, oh, je jure. Eh, chers compatriotes, vous n'aimez pas la paix. Vous dites que la création de l'UDB par Oligui n'est-il pas anticonstitutionnel, maître et cela. Vous n'aimez pas la paix. C'est-à-dire que dans votre pays, là, vous avez décidé de sacrifier une compatriote, c'est moi. Aïe.
Kangé, Kangé. Non, vraiment. Vous n'avez Mais pas tu la peux peine. répondre à la question. Aïe! On va mettre beaucoup de langues comme ça pour dire que c'est grave. Esther, la question n'est pas Non, sur la pas répondre à la question. La question c'est est-ce que les Gabonais, quand ils auront la réponse, ils vont comprendre? Mais tu vas répondre à la question. Les Gabonais vont comprendre un peu. Nous sommes à 292 sur le Quand live. tu as une spécialiste du droit en train de prendre les langues pour répondre, il faut dire que l'affaire est grave, mon cher. Papa, vous savez, c'est ça toute la difficulté de travailler au Gabon. Et je vous assure que même à l'occasion de l'exercice de ma profession, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le droit que vous maîtrisez, mais vous avez le contexte. Et c'est le contexte qui vous fait plus travailler que vos simples connaissances que vous devez mettre à déploiement. Pourquoi? Parce que quand vous voulez parler, vous devez d'abord dire, OK, il y a quoi autour? Qui est concerné? Comment il va recevoir ça? En fait, c'est un travail qu'on fait au quotidien et c'est lourd. Et ça nous épuise. C'est pour ça que j'ai pris 2 mois de vacances. C'était nécessaire. Après la présidentielle, là. Ouh! Bref. J'ai vu ce débat. Vous savez, même quand je ne parle pas, je suis. Je passe sur TikTok, sur Facebook, je vois ce qui se dit, j'écoute quand je peux et puis je passe, je ne parle pas. Le recul aussi m'a permis de pouvoir voir des choses graves sans parler. Pendant les vacances, là, j'ai vu beaucoup de choses graves. Mais je n'avais pas la démangeaison de venir parler. Avant, j'avais ça. Dès que je vois, ça picote. Et puis j'allume la caméra, je viens parler. Mais là, j'ai dit non, je ne parle pas. Même quand ça voulait monter un peu, j'ai dit non, laisse. Bois ton champagne, tranquillement, fais autre chose. Mais ne parle pas. La réalité, c'est pour cela que je dis, on a un problème dans ce pays. Quand on va décider de mettre l'intelligence, l'intellect au service de la République, le Gabon se portera bien. Je suis convaincue que le Gabonais est intelligent. Et nous avons beaucoup de Gabonais intelligents. C'est vrai que la majorité de la population gabonaise est ignorante, n'a pas eu accès à l'école, n'a pas pu se former, n'a pas la capacité de discernement, n'a pas la capacité du recul nécessaire. Et c'est ce qui crée tout cet environnement. Et ça a été entretenu par le politique. Le politique savait que plus on a des intellectuels lucides, en capacité de s'affirmer, eh bien, ça devient mieux, c'est un danger pour eux. Moi, encore aujourd'hui, je surfe encore. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, parce que il y a des moments, même dans le cadre de mon travail, où on me bloque partout, on menace mes clients. Je peux avoir un client qui peut me payer beaucoup d'argent aujourd'hui, du jour au lendemain, on le menace. Il me dit, maître, je suis obligé de partir parce qu'on m'a arraché un autre contrat à gauche, à droite. Enfin, c'est compliqué. Mais comme moi, je n'arrive pas à être malheureuse, parce que heureusement, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une belle famille, d'avoir des amis absolument magnifiques partout dans le monde. Ce qui fait que même si je suis fauchée comme un rat de l'église, si j'ai envie de partir du Gabon, il y aura toujours quelqu'un qui pourra me payer mon billet d'avion. Il y aura toujours quelqu'un, je ne peux pas mourir de faim en fait, peu importe où je suis, donc, et je ne suis pas complexée. C'est-à-dire que je peux être à pied à Libreville, prendre mon taxi, ça ne me dérange pas. Je pars faire mon job, je reviens. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas complexé, c'est-à-dire que l'argent ne te fait pas, c'est juste pour prendre du bon temps, profiter, c'est important, c'est essentiel dans la vie. Mais tu n'y es pas accroché. Quand on n'arrive pas à trouver, en fait, ce sur quoi on peut te tenir, c'est difficile. Et moi, c'est difficile de me tenir. J'adore l'argent, j'adore la nourriture, j'adore la bonne vie, mais on ne peut pas me tenir avec ça, même si j'adore tout ça. C'est-à-dire, je peux être en capacité de m'en priver. Et donc, quand on est dans cette condition-là, on ne sait plus quoi faire de toi. Bon, peut-être ce sera la case prison ou la case mort. Mais pour l'instant, on cherche encore quoi faire de toi. Je dis tout cela pourquoi? Parce que je sais que beaucoup de nos compatriotes sont intelligents. J'ai été malheureuse de voir pendant la transition plusieurs situations. J'ai des anciens professeurs de l'université Omar Bongo, parce que moi j'ai eu mes premiers diplômes universitaires à l'UOB. Après, je suis allée à l'University of Cape Town, en Afrique du Sud, puis en France. Mais quand j'ai vu certains de mes profs de l'UOB, pour qui j'avais beaucoup de respect, et bon, heureusement pour la vie, j'ai encore un peu de respect humain, un peu moins intellectuellement parlant. Mais bon, avec le recul que je me suis imposé de 2 mois là, j'arrive encore à reconsidérer les choses. Je me dis, on est dans une soumission organisée et orchestrée par les pouvoirs publics. On n'est pas libre
intellectuellement parlant aujourd'hui. Je l'ai écrit dans mon livre. La liberté intellectuelle n'existe pas au Gabon. Toutes les personnes ont capacité de parler, d'être utiles au débat public, de faire évoluer les... Pourquoi vous boycottez la star? Tapotez le live. Ne signalez pas Maître Fabienne, hein, sinon vous allez m'énerver. Arrêtez ce que vous faites là. C'est quelle sorcellerie? Arrêtez. Tapotez le live, pardon. Tapotez le live. Ils ont boycotté mettre Ils sont en train de la signaler en fait. Oh. C'est pas possible ça, vraiment, les Gabonais. Donc là, petit mouvement, Ils veulent rester bêtes. Elle n'a même rien dit. Voilà. Ils l'ont signalé. Oh. C'est les gars qui sont... En fait, c'est même pas le live qu'ils ont attaqué, c'est elle carrément qu'ils ont Qui a attaqué. dit ceci? Oui, c'est elle. Donc vous voulez rester bête. Ah, moi j'ai jamais vu ça, des gens qui veulent rester bêtes. Là, ils sont venus là en masse. Ils sont venus là en masse, ils étaient en train de la signaler depuis là. Avec il y a des papiers choux, les Isem Zana. Je sais qui c'est là, Cédric Lebissa, je ne les connais pas, c'est qui ces gens-là? Vous n'avez même pas tapoté le mot, vous voulez monter dire quoi ici? On parle avec le cerveau, vous voulez monter dire quoi ici? Mais les gens qui montent là, ce sont les gens qui signalent. Non, ils sont je comprends pas, ils sont venus faire quoi? Les gens qui font les demandes, les Papichou, les Valérie Biog, Ismen Zaya. Ismen Zaya, toi c'est qui? Je vous ai dit que vous n'avez pas de photos de profil. Vous n'avez pas de photos de profil. Vous n'avez pas vous n'avez pas au moins trois créations dans vos TikTok. Je ne vous prends pas dans mes amis. Et je vais vous bloquer tous. Je vous ai déjà dit ça, hein? Je vais vous bloquer. Le modérateur, mon gars, vous invité. Tu as invité qui? Vois sur tu as invité quelqu'un ici, là? C'est maître, c'est maître. Ah, ok. C'est maître, il est bon. Il a signalé. Oh. Bon, et en même temps, il est 23h au Gabon, peut-être qu'elle doit aller dormir demain matin au boulot. C'est quand même dommage. Là, on vous explique les choses de votre pays, vous boycottez. T'as médiocrité Non, vraiment. elle a été signalée, elle a été signalée. Elle a été signalée. Et qu'est-ce qu'elle a dit ici là qui vous dérange? Là, on vous parle de votre propre vie. On vous parle de votre droit, les droits auxquels vous avez droit. Non, mais c'est quand même terrible, les Gabonais. Vous êtes quand même terrible. Non, mais si elle a été signalée, peut-être que son compte ne va même pas monter en live, en fait. Peut-être que là, ils ont même fait que le compte ne va pas monter en live, et donc, du coup, sauf si elle prend un autre compte, mais elle ne reviendra plus sur le canal. On va couper sauf si elle vient avec un autre compte, mais je ne sais pas si elle a deux. Mais bon, on va couper le live. On va couper le live. On va reprendre le live. On m'a dit que j'ai vu une vidéo que Nazi a été arrêté. Va d'abord sur le mur de ta soeur princesse. Mais j'ai déjà vu ça là-bas, non, la vidéo est violente. Moi, je vais le passer ici. Je vais fermer le live, là, je vais ouvrir notre live. Je vais ouvrir notre live. Non, pardon, le Congo, ça est puni par la loi. Au moins, Comment ça, il a été libéré? Je vois la vidéo, il est en train de circuler là, il a braqué les gens, il a fait, oh. Il a été libéré. Il a été libéré quand? En tout cas, je crois que c'est pas, je sais pas si c'est une vidéo actuelle. Mais c'est une fake. Parce que, mon ami, tu aussi. C'est pas une fake. C'est pas une fake. Alors, parce qu'on le pose. Lui-même, il a fait la vidéo pour expliquer l'origine de la vidéo là. C'est pas la comédie. Il a fait 4 yards chez quelqu'un d'autre. Mais c'est pas pourquoi c'était. Non, c'est quand on l'avait tech pendant les élections. Rappelez-vous, on l'avait quand on l'avait tech pendant les élections. À la DGSS là. Et rappelez-vous, Princesse avait dit qu'elle avait la vidéo d'origine. Aïe. Et elle avait fait une capture d'écran seulement. Et là, elle a seulement Poula Loga direct. Elle a seulement Poula Loga. Et non, c'est comme elle a dit qu'elle a la vidéo là où on le bastonne carrément. Oh, donc il faut qu'il reste easy. En tout cas, la famille. Oui, c'est une vieille vidéo qu'on a réactualisée. Ok, d'accord. Mais je veux quand même dire quelque chose aux Gabonais qui sont ici. Vous savez, votre problème, les Gabonais, c'est parce que vous refusez de connaître vos droits. Là, Maître Sola est en train de vous donner vos propres, les textes, les droits qui vous permettent de vous protéger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on t'arrête à la police
parce que tu es soupçonné. On n'a pas le droit de te raser. On n'a pas le droit de te tortore. On n'a pas le droit de t'humilier. C'est ce qu'elle est en train de vous expliquer. Le contexte dans lequel vous vivez. Mais c'est vous qui prenez vos téléphones parce qu'on vous a payé un peu le crédit. Vous la signalez. Je vois les demandes en bas, heureusement. Les Valérie Biogué, Manji 8. Moi, je ne vous connais pas, je ne veux pas vous prendre sur mon panel. Je vous ai déjà dit ça. Les Valérie, vous n'avez pas de photos, vous n'avez pas de contenu sur vos pages. Je ne vous prendrai pas sur mon panel. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, vous pouvez monter, descendre. Vous pouvez dire, je suis mauvais. Je n'en ai rien à battre. Rien à battre. Je ne demande pas de cadeaux. Je ne demande pas de, envoyez-moi des cadeaux. S'il n'y a pas de cadeaux, parce que je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Ici, là, on débat. Le port du cerveau est obligatoire. C'est bien écrit, débat citoyen. Si vous êtes un citoyen gabonais, vous avez le droit à la parole. Mais pour ça, là, il faut que je sache qui vous êtes. Pas qui vous êtes, personne ne se connaît, mais je dois voir que sur votre propre mur, vous avez au moins 2 ou 3 vidéos où on vous voit. C'est pas vous créer des comptes avec les vidéos des autres. Vous partez prendre partout. Ça vous fait les vues. Vous ne créez rien. Ça vous fait les vues. Et à la fin, vous vendez le compte 20 000, 30 000, 40 000 à Libreville à quelqu'un d'autre qui change son nom. Ça fatigue. Non, je ne fais pas monter. Je ne fais monter personne. Ici, j'ai pas envie que le panel devienne un panel où on vient m'expliquer que non, Ali Bongo a volé le pays, que Sylvia est responsable de la misère des Gabon. C'est pas possible. Warrior, je suis désolé, ce n'est pas possible. Parce que si vous me dites que si vous me dites aujourd'hui que c'est Sylvia qui a géré le pays pendant 5 ans de l'absence d'Ali Bongo, vous êtes tous, autant que vous êtes, coupables de haute trahison. Si on est d'accord dessus, on passe à l'action. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est pas la peine. Aujourd'hui, honnêtement, c'est pas la peine. Donc, c'est pas la peine d'envoyer 50 000 demandes. Ça ne marchera pas. Yoro. Venir nous dire bonsoir, Franck. Bonsoir à tout le monde. Deux minutes. Je vais compléter. C'est pas la peine. 2 minutes, là, tu vas prendre la parole, t'inquiète. Tu vas prendre la parole 2 minutes. C'est pas la peine de venir nous dire, machin. Oh, le nucléaire. On ne parle pas de nucléaire ici. Ouvrez vos pages, vous n'avez pas du nucléaire. Arrête de m'écrire en inbox là-bas. Hein. Toi, si tu as ton nouveau copain, arrête de nous gazer avec ton... Esther, je complète les propos de Maître G. Dessin. Oui, vas-y, complète. On ne sait pas pourquoi les gens se fâchent. Lorsqu'elle dit que Ali, du point de vue national, au niveau des juridictions nationales, n'est pas responsable pénalement, sur la base de la Constitution, elle a tout à fait raison. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne Constitution, en fait, il avait été clairement précisé, dans les anciennes Constitutions, même celle de 2023, il était précisé, en fait, que la Haute Cour de justice, par exemple, qui juge le président de la République pour des crimes de haute trahison, de violation des serments, et pour toutes les infractions, délits commis pendant l'exercice de son mandat. Était clairement précisé, clairement écrit. À la fin de son mandat, c'est les juridictions de droit commun qui jugent le président. Sauf si, pendant son mandat, la procédure judiciaire a été entamée. Alors là, même si le mandat s'achève, la Haute Cour de justice continue le procès. Okay. Ça, c'est dans les anciennes constitutions, jusqu'à la constitution de 2023. Qu'est-ce qu'on a fait dans la nouvelle constitution de 2024 que vous êtes allés voter sûrement sans lire? On a rendu, en fait, les anciens présidents, on va dire, irresponsables sur le plan pénal. Pourquoi? Parce que l'article qui précisait que, à la fin de leur mandat, les présidents ou les ex-présidents répondent des crimes et autres qu'ils ont commis pendant leur mandat devant les juridictions de droit commun cet article a été retiré. Alors, l'article également qui disait que lorsque le président est en service, donc est en train de comment on appelle ça, le mot me vient en italien, est en train d'exercer son mandat. Un exercice de ses fonctions. En exercice de ses fonctions, justement, et qui commet une haute trahison, il est jugé sur la base du code pénal. Alors, cet alinéa-là
a été retiré de la Constitution de 2024. C'est-à-dire que lorsque vous avez voté, et même là, lorsque vous avez voté la Constitution a été modifiée après vote. Il y a encore des alinéas qui ont été retirés au niveau de la responsabilité pénale du président. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que même le président actuel, on a réduit sa responsabilité pénale. Et pour les ex-présidents, on a enlevé leur responsabilité pénale parce que vous allez lire, par exemple, les articles, le téléphone est en train de me faire chier.